Aujourd'hui, on va parler. Tu t'y attendais pas, celle-là. Hein. Ah, tu croyais que je ne savais pas que ça marchait. Le 8 août, il y a eu un grand accident, un gros accident, dans une ville russe dont je ne me hasarderai pas à donner le nom. Tout ce qu'on sait de cette ville, c'est que pas loin, tu as un centre d'essai de la marine, c'est important, que cet accident a donné lieu à une explosion. Non, c'est l'explosion de l'accident a donné lieu à une sorte de champignon nucléaire. C'était pas un champignon nucléaire, c'était une boule de feu qui avait la forme d'un champignon nucléaire. Soyons précis, hein. Ne racontons pas n'importe quoi. Les capteurs de la ville, puisque la ville est parsemée, truffée de capteurs, puisqu'elle a l'habitude de voir dans ce centre d'essai des tests plus ou moins secrets, surtout secrets mais radioactifs, en tout cas utilisant la radioactivité, ou la fabriquant, ou la vendant, ou si tu veux, la louant. Les capteurs étaient écarlates. L'explosion était énorme, hein. Allez voir les images sur YouTube par exemple, ou ailleurs, vous allez voir derrière une colline, un champignon. Et très très vite, les autorités russes ont communiqué comme elles se devaient, c'est-à-dire en disant rien et en balançant n'importe quoi. Non mais si, bah oui, faut pas affoler les gens. En disant qu'il ne s'est rien passé. Petit accident. Heureusement, Rosatom c'est l'agence nucléaire russe. Donc elle a des relations avec l'intérieur de la Russie, mais aussi avec l'extérieur. Donc elle se doit d'être un peu crédible, parce que Rosatom, elle signe des trucs, elle est censée représenter justement la parole russe sur le nucléaire et gérer le nucléaire russe. Donc Rosatom, elle, pour rester crédible, a préféré dès le 10 dire qu'il s'agissait d'un accident, qui a... Alors là, j'ai envie de reprendre les termes. Je vous demande un instant, s'il vous plaît. Bon, allez, on fait tomber. On s'y retrouve après. Donc il s'agissait d'un accident qui avait impliqué de la radioactivité, un accident dû à des essais sur un moteur. En fait, ils ont essayé de noyer le poisson, mais ils ont reconnu que le moteur en question, avec des mots très compliqués à base d'isotopes, le moteur en question était en fait un réacteur nucléaire, une partie du réacteur nucléaire. Donc on s'est posé très vite des questions. Rosatom a aussi dit qu'il y a eu 5 morts, 5 experts, 5 ingénieurs morts. Moi, très très vite, je me suis dit, ça c'est ou le Zircon, le missile marine, censé, je crois, remplacer le calibre, hein, je ne suis pas bien sûr, ou le Bourevestnik, on va dire oiseau de tempête. Donc dès le 10, on savait, puisque seul le Bourevestnik est doté d'une partie, en tout cas, d'un réacteur nucléaire qui fera comment dire ça, la motorisation en vol. Alors un coup de chapeau à Jean-Pierre Petit qui déjà dès l'an dernier, il me semble, hein, dès que Poutine a annoncé ses armes, dès l'an dernier, avait avec très peu d'informations, voire pas d'informations, dit que ce type de missile de croisière supposait deux types de combustible, un combustible classique, ergol, liquide, tout ça, pour le lancer, et ensuite, pour prendre la relève à une certaine vitesse ou à une certaine hauteur. C'est un peu comme les statoréacteurs. Un statoréacteur, allez voir ce que c'est, ça ne marche que lorsque l'avion est déjà à une certaine altitude, à une certaine vitesse. Donc pour ça, il faut des moyens classiques de le monter. Donc Jean-Pierre Petit avait prévu ça. On a eu la confirmation, effectivement, que ce serait... qu'il y aurait un combustible classique pour lancer ce missile de croisière, combustible classique à base d'ergol ou de propergol, il me semble. Je suis désolé si je ne suis pas précis, liquide, et qu'ensuite seulement la partie nucléaire du moteur, donc le réacteur, se mettra en marche. Cette partie nucléaire-là qui a été annoncée à tort par des gens qui ne traitent pas l'information comme une arme révolutionnaire et stratégique qui viendrait d'apparaître. Bon, on a fait 2 vidéos, elles ne sont pas super parce qu'elles sont trop longues, mais dans lesquelles je vous disais qu'il ne s'agissait ni de concepts nouveaux, novateurs, ni d'une révolution stratégique, tout au plus, une nouvelle piste de recherche et quelqu'un qui prend le relais dans un peloton d'échappés. 3, je vous ai dit que les OTD dans le coup. 4, je vous ai dit que cette histoire de réacteur nucléaire, les Américains et les Occidentaux l'ont abandonné depuis longtemps.
Donc cet accident va nous permettre de reparler de ces vidéos, de repréciser les choses. La première chose que j'ai envie de dire, c'est que les Russes, par exemple, lorsqu'ils ont voulu mettre au point le Boulava, qui est un missile nucléaire, ils ont le Boulava et le... Ah, ils en ont deux. Ils ont deux missiles nucléaires. Un pour leur flotte, leur sous-marin, et un autre sur Terre. En tout cas, quand ils ont voulu mettre au point le Boulava, ils ont connu beaucoup d'échecs. Un peu plus que les Américains ou que les Français, mais tout le monde connaît des échecs lorsqu'il met au point de nouvelles armes. Que ce soit des armes basées sur des concepts vieux comme le monde, ou des armes basées sur des concepts futuristes, dès que tu mets au point. Voilà, donc il ne s'agit pas d'une vidéo pour dire hey, « ils ne savent pas faire ». Non. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que lorsque on t'annonce sans maîtriser sur YouTube, celui qui trouve que je suis redondant, tu as ta souris, tu peux cliquer. Hein. Moi, je fais de la pédagogie. Ah, aussi, tout un tas de gens qui arrivent tous les jours, car Dieu merci, j'ai de nouveaux abonnés tous les jours. Donc voilà pourquoi ceux qui me trouvent redondant, vous avez, en 2 clics, vous pouvez aller voir une autre vidéo, ou alors vous pouvez avancer la vidéo, si ça vous intéresse. Voilà, je vous le dis sympathiquement. Donc, me mettre un poste que je suis redondant et oublier que tu n'es pas le seul, mais qu'il y a plein de gens qui arrivent et que je suis obligé de me répéter, et que je suis obligé de trouver une formule pour ne pas être trop redondant, je trouve ça moyen. Tout le monde, lorsqu'il met au point nouvelles armes, se loupe. La fusée Ariane, le Concorde, le missile M51, c'est normal. On n'est pas là pour se moquer des Russes. Moi, ce que je veux que vous compreniez, c'est que entre des gens qui ne savent pas traiter l'information et vous, il y a la connaissance. Allez la chercher. Vous avez pu vous rendre compte très vite que ces concepts sont de vieux concepts. Première chose. Qu'entre le moment où tu développes l'arme et le moment où elle est en dotation, il y a tout un monde. Et donc, quand on te dit que les Russes sont en avance, ils ne sont pas en avance, parce que déjà, leur avance de l'an dernier, qui était juste un effet d'annonce, est résorbée. On sait, je vous ai présenté différentes armes occidentales, différents projets, et ce n'est pas des projets qui ne peuvent pas aboutir parce qu'il y a un problème technologique. C'est juste des projets qui étaient là, et on s'aperçoit même la France là. Naval Group, toi, écoute, on a de l'argent maintenant, on peut le faire le truc. C'est une histoire d'argent ou d'opportunité. Donc je ne suis pas là pour me moquer des Russes, mais pour vous dire juste que si les Russes vous donnent l'impression d'être en tête, ils ne sont pas en tête du tout. Je peux même vous dire qu'une fois que tout le monde aura ses armements dotés, ils seront comme les autres. Peut-être même légèrement en dessous. Parce qu'ils ont certains problèmes avec les moteurs. Ils ont un problème de motorisation, les Russes. Ils ont des problèmes de turbines. Ils ont tout un tas de problèmes qu'ils n'arrivent pas à résoudre parce qu'il faut du temps et il ne faut pas seulement des moyens. Voilà. Avec la séparation, lorsqu'il y a eu la dislocation de l'URSS, tu as tout un tas de provinces, de républiques qui sont devenues aujourd'hui des pays indépendants comme l'Ukraine, qui sont repartis avec leurs compétences en matière de turbines, en matière de ci, en matière de ça. Et les Russes doivent cravacher pour récupérer tout ça. Et comme je vous l'ai dit, les compétences, ce n'est pas seulement une histoire d'argent. Mais moi, ce que je vois, c'est qu'en France, dans 2 ans, il y a le missile. Les USA ont déjà. Les Chinois font tourner un missile et font des essais depuis 2014. J'invente rien. Donc elle est où la nouveauté? Elle n'y est pas. Elle est où l'avance? Elle n'y est pas. Parce que tu testes, tu as des protos, tu fais une petite série ensuite, tu refais des tests, tu sors des démonstrateurs, tu présentes à l'armée qui fait des tests, tu as plein de gars qui arrivent qui disent oui c'est bon, et ensuite il faut de l'argent pour mettre en production, ça peut prendre des années. Et ça donne le Sukhoi 57 à 20 exemplaires au lieu de 150, par exemple. C'est pas les Russes que je critique, c'est ceux qui lisent des infos, qui ne savent pas comment ça marche, qui prennent pas la peine de chercher. Moi, ça m'agace l'info bidon, ou des types putaclic qui viennent raconter n'importe quoi sur un sujet compliqué, et plus tu le creuseras, plus tu verras qu'il est intéressant. Ce qu'on nous montre là, ce que nous montre cet accident, c'est que beaucoup de ces armes présentées comme déjà en dotation n'y sont pas, à part le Sarmat, et je crois le Kinjal qui est prêt, les autres, il n'y a rien de fait. On est juste à l'état de test. Comme Naval Group pour la France, comme pour les Chinois, comme pour les Américains, j'allais dire comme pour les Israéliens, non, ils bénéficieront, il y aura un feedback avec les Américains et eux-mêmes feront un feedback avec les Américains pour leur donner aussi leur retour. Et ils travaillent à deux en matière de transfert de technologie. On en reparle dans 4 ans. Ensuite, le concept. Le concept, il est simple. Là aussi, j'ai vu personne s'émouvoir. Le projet SLAM, le projet Pluton, le missile SLAM aux USA.
Tu as tout un tas de projets, je vous en parlerai aussi lorsque je parlerai des drones tout à l'heure, français. Tout ceci, l'objectif de mettre un réacteur nucléaire sur un missile ou sur un planeur ou sur ce que tu veux qui vole est un concept occidental. C'est un concept américain, c'est un concept français, c'est un concept allemand qui a été abandonné pour deux raisons. Un, le réacteur nucléaire suppose que ça va contaminer partout où ça passe. Pour le protéger, il faut du tonnage et tu ne peux pas mettre 44 tonnes sur un missile. Sauf le Sarmat, mais ça c'est encore autre chose. Là on parle de missiles de croisière, de trucs qui font 5-6 mètres. Deuxième chose, ton missile, certes, il a un réacteur nucléaire, donc il n'a plus de problème de carburant. Il peut rester tant qu'il veut en l'air. Il peut même rester, comme veulent faire les Russes, pour ce missile oiseau de tempête. Ils veulent un missile de croisière qui, en fait, vole à 5 à 10 mètres au-dessus du sol. Là, tu n'es pas repéré par les radars, puisque tu épouses la courbure. Voilà, va t'intéresser aussi aux pénétrations à basse altitude. C'est toute la doctrine française de l'armée de l'air, liée au fait que la Terre soit ronde. Je ne pense pas qu'ils soient cons, ces gens. Je ne pense pas que pendant 50 ans, voilà, la Terre était plate, ils s'en sont pas rendus compte. Mais bref. Tu as ton réacteur, tu as ton missile, il tourne, ça fait 3 ans qu'il tourne. En plus, il est manœuvrable, va à droite, va à gauche, gare-toi, ramène les clopes, reviens, va acheter du shit. Voilà, il peut tout faire et tout. Mais pendant ce temps, le réacteur, il est en train de t'infester tous les endroits où il va. Là, on ne vous parle pas d'un missile, on va vous parler de plusieurs centaines d'essais par an et puis des centaines de missiles. En fait, très simplement, tu vas avoir un mini-réacteur nucléaire qui va être à l'air libre et qui va te polluer toute l'atmosphère de l'hémisphère nord. Personne n'a compris ça, personne n'a rebondi, personne ne s'est dit « oh, ah, oh ». C'est pour ça que les Occidentaux ont abandonné le concept pour des concepts beaucoup plus intéressants à l'époque. Là, il s'avère qu'il y a eu des sauts technologiques qui font que les Russes n'ont pas d'argent, donc très intelligemment essayent de sortir de vieux concepts. Mais avec les sauts technologiques, maintenant, ils peuvent aboutir. Quelquefois, tu as des inventions et tu es obligé d'attendre un truc technologique pour pouvoir. Et 100 ans après, on va découvrir tel matériau ou telle technique ou l'électricité. Et là, tu dis, tiens, je peux construire une machine, enfin, qui fait du tissage. Et ça donne la deuxième révolution industrielle. Voilà ce que me fait dire, ce que m'incite à... Ce que me fait penser, ce qui arrive dans ma tête lorsque j'ai envie de te parler de cet incident-là. Ça me permet voilà, de revenir un petit peu sur ce que je vous ai dit lors des 2 précédentes vidéos. Qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre avant de passer à la suite? Quand on te dit aussi que ces armes, ils ne distinguent pas un missile d'un Mikado. Quand on dit que ces armes-là vont à max 1000, sont imprévisibles, sont manœuvrables. Déjà, pour manœuvrer, tu manœuvres pas à Mach 9. Hein. Ce que je veux dire, c'est que cette arme-là ne va pas démarrer à Mach 9, Mach 10 direct. Les Chinois, ça fait 5 ans. Et ils ont du mal à mettre au point un missile hypersonique qui va à Mach 7. Mach 7 ou Mach 8. Là, on t'a annoncé des trucs, mais il y a des tests en cours. Il n'y a encore rien de fait. Si tu veux faire manœuvrer un missile, regarde, c'est très simple. Si tu veux faire manœuvrer un missile, là on parle de la manœuvrabilité, tu ne peux pas le faire manœuvrer lorsqu'il est à Mach 10, Mach 20. Il y a une gangue de plasma qui fait que tu ne peux pas échanger. Tu ne le repères pas, mais tu ne peux pas lui donner, de communiquer avec lui. Il est obligé de redescendre à Mach 3, Mach 4 pour que là, la communication puisse se faire, pour que là aussi il puisse manœuvrer. Donc ces missiles-là qu'on te présente comme l'arbre absolu, ils sont à Mach 9 à un certain moment, mais ils ne le sont pas tout le temps. Au décollage, lorsqu'ils font des approches à la fin, pour manœuvrer, pour tout un tas de choses, voilà. Quant au fait qu'ils aillent à Mach 10 et qu'on ne puisse pas les détecter, il y a d'autres manières de les détecter. Et en plus il y a les satellites au-dessus d'eux, et aussi ils sont tout seuls, hein. Ils sont à l'abandon. Après se pose aussi le problème du contrôle sur ces missiles. Hein. Si le missile a un problème, qu'il est au-dessus de la France, on parle de missiles nucléaires là. Et de missiles de croisière nucléaire, pouvant avoir des charges qui peuvent te faire disparaître une ville comme Bordeaux. Voilà ce que ça amène comme problème, voilà ce qu'on pourrait dire sur ce genre d'armement, et voilà ce qu'on pourrait dire sur ce genre d'accident. Après les Russes vont le mettre au point, mais à quel prix? Il faut savoir que les Russes ont toute une flotte de sous-marins qu'ils ont mouillés dans l'eau, je crois que c'est à Mourmansk, par là-bas. C'est des sous-marins nucléaires, ils sont confinés dans l'eau, mais on ne sait pas ce qu'on va en faire, ils n'ont pas d'argent pour, on ne sait pas ce qu'on va en faire de ces sous-marins. Donc en gros, tu as tout un tas de sous-marins en mer de Mourmansk
qui sont là, qui sont immergés et qui attendent. Mais la radioactivité à cet endroit-là, j'ose pas imaginer. Et les gars, on ne vit pas tous dans des cellules closes. La mer de Mourmansk touche une autre mer et ainsi de suite. Lorsqu'il se passe quelque chose au Japon, on finit par la voir. Grand max 2-3 mois après avec les vents. Voilà pourquoi ça nous concerne. Tout ce qui se passe dans l'hémisphère nord nous concerne. Et donc cet accident te montre bien que le oiseau de tempête, il n'est pas mis au point, il est encore en essai. Qu'est-ce qui est en dotation? Le Sarmat, 209, 8 tonnes. Missile ICBM, 5e génération. Le reste, il n'y a pas. Deuxième partie, parce que c'est intéressant. Dans la série, je fais plein de bourdes. Tout le monde se pose des questions. Et t'en as qui se croient intelligents. Trump. Alors les intelligents qui me disent, oui, mais Trump, tu sais, c'est un malin, il fait des effets d'annonce pour faire monter la bourse, pour faire ci, pour faire ça. Ouais, mais le problème, c'est qu'il est chef d'État d'un des 5 grands, chef d'État du pays, d'ailleurs, qui pourrait faire la pluie et le beau temps de manière intelligente et humaine sur Terre, mais qui l'a fait juste à son bénéfice. Donc, c'est pas un homme d'affaires. Ensuite, il tweete comme un cow-boy, il vient encore de tweeter. Donc, Trump vient de tweeter, nous aussi, nous avons des armes plus belles que celles de Poutine et peut-être plus en avance. Le problème, c'est que l'arsenal officiel américain ne contient pas ces armes. Donc Trump est en train de tweeter qu'ils ont des armes toutes prêtes. Ça peut suffire à destituer un président. Alors, en quoi c'est con? Parce que tu en as plein qui trouvent toujours hein, c'est comme la Terre plate. Ah bah non, c'est pas possible. Alors la Terre biplate. Triplate bientôt. En quoi c'est con? Quand Poutine arrive et présente ses armes, c'est intelligent. Tu sais, je sais que sur YouTube, il y a plein de gens qui n'arrivent pas à coller aux faits, à faire une analyse à partir des faits, qui ont des gros clichés et ils essayent de te mettre dedans, tribaliste et communautariste, alors que le mec vient de parler de son arrière-grand-mère qui vient de je sais pas où. Mais c'est les faits qui comptent. Trump, Poutine, son pays est plus ou moins méprisé depuis l'époque d'Helsinki. Beaucoup d'Européens pensaient, il y a encore 4-5 ans, beaucoup d'Européens pensaient qu'il avait une armée Vétus, donc il n'était pas dissuasif. Donc quand il annonce ses armes, il annonce aussi qu'il est dissuasif et qu'il te met sur le tapis ce qu'il a. Voilà, maintenant j'ai des calibres, maintenant j'ai ça, qu'est-ce que tu vas faire toi? Moi j'ai un Sarmat qu'on appelle Satan 2 qui peut t'éliminer, toi et ton pays de merde. Ça fait depuis 2004 que je te demande de m'écouter parce que je suis un grand. Depuis 2004, tu me méprises. Maintenant, tu vas fermer ta gueule, sale larbin. En gros, c'est ce qu'il a dit aux Européens. Il est cohérent. Mais les USA, en quoi c'est cohérent de révéler que tu as des armes identiques? Si ce n'est une fanfaronnade de cow-boy, comme d'habitude, comme tu as l'habitude de fanfaronner avec Kim Jong-un, comme tu as l'habitude de tweeter pour la Chine, ça donne ce que ça donne. Les Chinois, ils ne te calculent pas. Hein. Là, ils vont rentrer dans Hong Kong, ils vont remettre tout le monde dans l'axe. Tu vas comprendre que ton ingérence à Hong Kong, elle va vite s'arrêter là. Hein. Tu sais, les manifestants avec des drapeaux britanniques, les Chinois, là, il y a leurs troupes qui est sur les territoires là, du nord là, de Hong Kong. Comment on les appelle ces territoires? Ils ont un nom. Bref. Je vois pas trop en quoi tweeter comme un cow-boy apporte quelque chose. Je veux dire, sur un plan diplomatique depuis 2 ans, c'est ce qui compte. Toutes les chancelleries se foutent de la gueule de Trump, même beaucoup de pro-OTAN, en disant ce gars-là, c'est juste un gros cow-boy, passe son temps à tweeter alors que c'est une marionnette, on sait très bien qu'il ne dirige pas derrière. Il n'impressionne personne. Est-ce qu'il a impressionné Maduro? Est-ce qu'il a impressionné... Quelle est la négociation qui a abouti? Quel est le truc qui a été ramené avec cette diplomatie du tweet? Non, parce que tu me dis c'est pour faire des coups de bourse. Ça, c'est des types à la bourse qui s'amusent à lancer ce genre de choses pour vendre, revendre. Mais lui, il est président de la République. Il n'est pas barman. Il n'est pas encore en train de faire de la télé-réalité et en train de faire le cow-boy avec des catcheurs. Si tu aimes ce genre de président, mais derrière, il n'y a rien... Parce que Obama, il a plus apporté de trucs derrière que ce pantin. Si tu aimes le Trump avec des cheveux couleur carotte, avec Bob Arum et Don King en train de te présenter le prochain combat de Tyson, ouais. Mais là, le problème, c'est que ce type, en fait, c'est ce que moi je lis à droite à gauche, son entourage, les pro-Trump, son entourage autour de lui, même je crois que sa propre femme s'arrache les cheveux, il est incapable de se concentrer 15 minutes, il passe son temps à changer d'avis, il fait des bourdes diplomatiques qui sont obligés de récupérer par derrière, il y a plein de gens qui estiment qu'il n'est pas crédible, plein de chefs d'État, plein de chancelleries qui en ont marre de ce type. Ce type-là est une calamité
sur un plan présidentiel. Toi, tu le vois pas parce que à chaque fois qu'on lui dit un truc, il faut lui dire de pas tweeter. 15 minutes après, il tweet le truc. Il fait bah, il fait quoi? Il fait du sale avec tweet. Bientôt, il va faire, non, mais bientôt, il va faire des vidéos YouTube. Ouais, loco, t'es un salaud. Ouais, loco, je vais te taper. Non, non, ça va être du même niveau. Ça va être ça. Donc là, bourde ou pas, avoir annoncé que les Américains ont des projets similaires, c'est pas le grand secret qui révèle. Mais apparemment, on lui a dit de fermer sa gueule. On l'a rassuré. Apparemment, on l'aurait briefé au Pentagone en lui disant ces conneries là que tu vois, gros beauf. T'inquiète pas, on en a des bien meilleurs. Ça fait 20, on a des armes secrètes qui ont 20 ans d'avance. Hein, la DARPA, les Simple Access Programs, ce que vous appelez vous les Black Programs, en fait. Les Black Project. En fait, il y a le Black Programme avec de l'argent qui rentre. Et après, c'est vraiment une boîte noire, on ne sait pas, et tu as tout un tas de programmes qui est développé, certains aboutissent, d'autres n'aboutissent pas. Sans compter qu'il y a beaucoup d'argent, mais en plus, tu vois, par exemple, la NASA qui travaille sur la pénétration thermique d'un véhicule qui était hors atmosphère. Tout ceci, c'est du financement indirect, puisque ça va servir. Donc on a dû lui dire ça en lui disant, tu fermes ta gueule, tu dis rien, Il est rentré chez lui, il a tweeté, il a mis sur Facebook, on a des plus belles armes que toi, Poutine, sans comprendre même ce qui se jouait, puisque Poutine, il est cohérent. Encore une fois, on démontre qu'on n'a pas affaire à un chef d'État, mais à une espèce de cow-boy irrationnel. Si le style de Trump ou du président des Philippines vous plaît, ben, allez dans certains pays, il y a des chefs de gang qui sont comme ça plaît. Mais à un niveau gang, je veux dire, le chef d'État des Philippines, j'ai honte pour lui, ce type. Parce que c'est pareil. On a des espèces de putains de dégénérés qui viennent te dire « Ouais, mais il a tué tous les trafiquants de drogue. » Pauvre merde, moi. C'est des trafiquants de drogue qui sont avec lui, qui sont en train de nettoyer et se faire place nette. Et la plupart du temps, c'est des règlements de compte, tu sais pas qui fait quoi. Et des types qui vont tuer des toxicomanes qui sont des victimes et des malades, je te rappelle. Voilà. T'aimes bien un type qui fait le beau aux Philippines, ou t'aimes bien Trump parce qu'il tweet comme ça, mais ils ont apporté quoi? C'est pas des chefs d'État. T'arrives pas à comprendre ça. Si t'aimes les... Voilà. La prochaine fois, vote Bruce Willis. C'est le même style. Le problème, c'est que Bruce Willis est le beauf américain qui est Trump. Voilà. Plus, voilà, mais non, mais c'est pareil. Mais j'ai compris pourquoi ils sont tous pro-Trump. Hein. Ils sont complexés en vrai. Voilà, c'est leur icône. C'est l'icône de certains, tu sais, qui osent pas trop se révéler, mais qui sont. Hein, bon, bref, on va pas rentrer dans le détail. Apparemment, la question ethnique vous met mal à l'aise. Certains hypocrites. Bon, on y reviendra, mais sur la main du roi. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est ça. C'est de tirer des analyses sur ce genre de sujet, puisque vous avez remarqué, on fait des vidéos. Je suis pas le seul, hein, il y en a d'autres. Hein, ça s'appelle la synchronicité. Tu fais des vidéos sur des sujets et d'un coup, tu as plein de faits qui arrivent sur le sujet. Tu vois, ça fait depuis un certain temps là, on parle d'armement, et puis bizarrement, tu as des bombardements, tu as des trucs qui apparaissent au moment où on fait les vidéos. Moi et d'autres. Hein, moi et d'autres. C'est la synchronicité, c'est assez marrant à voir. Cet accident-là, en paix à leur âme aux 5 personnes mortes et à tous ceux qui auraient pu être impactés, n'aurait pas pu mieux tomber pour encore une fois repréciser mes deux vidéos, à savoir le concept de réacteur nucléaire de maniabilité ou d'hypervélocité. À la base, c'était les Français qui en plus. Le premier moteur à réaction, c'est un Roumain, Koyena. Et ensuite, c'était français. Voilà, il faut voir ça. Le statoréacteur, c'est français. Le pulsoréacteur, c'est français. Allez vous intéresser à ça et vous verrez. C'est ça qui fait la différence dans les avions. C'est ce genre de choses. Mais si tu n'as pas un siècle de travail derrière, un pulsoréacteur ou un statoréacteur, tu vas sur Wikipédia, tu vas voir ce que c'est, ça te paraît simple. Et bien là, il y a des évolutions, il y a ça, il y a ça, il y a un nouveau moteur, il y a une nouvelle inclinaison. Tiens, on a découvert tel truc qui était que... Voilà. Et là, c'est les professeurs Géotrouve-Tout, comme Jean-Pierre Petit, qui sont le mieux, parce que c'est un type qui peut passer de la plus haute abstraction au tournevis, c'est en train de... Allez, passe-moi le sucre, allez hop, passe les fils. D'ailleurs, en France, on a toujours eu ça, hein. On a toujours eu des professeurs Géotrouve-Tout, des types qui pouvaient, voilà, qui pouvaient passer de l'application, du technique, technologique, du niveau ingénieur au niveau scientifique, et qui pouvaient alterner. Voilà, Jean-Pierre Petit, je pense... Jean-Pierre Petit, si tu regardes mes vidéos, je faillote pas avec toi en espérant t'avoir en interview ou quoi que ce soit. Hein. Je te le dis par avance. Hein. Ou prendre contact avec toi. Je dis les choses parce que j'étudie ce que tu fais et moi je dis la vérité. Je suis droit comme un i là-dessus.
Et je trouve que là-dessus, tu as été très puissant, à savoir faire une analyse puissante qui nous a tous aidés, qui s'est avérée réelle, en tout cas des armes russes, poser les bonnes questions. Et ce que j'admire, c'est que chez toi, c'est que tu me fais penser à ces scientifiques du Moyen-Âge qui pouvaient, comme Léonard de Vinci, faire des dessins d'hélicoptères et à côté faire de la peinture et à côté aller, je sais pas, jouer de la lyre ou couper du bois, ou à côté, comme un mec comme Kepler qui faisait de la lutte sur les foires. Il était astronome. Kepler était astronome, un télo et tout, et le week-end il était. Ouais, c'est Kepler qui faisait de la lutte sur les foires, il me semble. Hein. Il me semble. Bref, voilà, c'est ça qui est intéressant. Voilà, donc pour ceux que ça intéresse, vous avez. Bah écoutez, pour ceux que ça intéresse, vous avez un site OPEX qui, après mes vidéos, donc ça montre bien que je ne les ai pas pompés, après mes vidéos le 13 août, te fait un article le 13 août sur Oiseaux de tempête, en te ressortant ce que tout le monde peut ressortir, le projet SLAM, le X51 ans, ils n'en ont pas parlé, mais ils ont parlé de tous les projets. Donc voilà, donc cette vidéo, elle s'inscrit dans la suite des 2 autres vidéos, les armes secrètes russes. Et la prochaine, puisqu'on a parlé des systèmes antimissiles et autres, la prochaine, on parlera des drones. Maintenant, je vais finir en souhaitant déjà un bon anniversaire à Hussein Akisikli. J'ai écorché ton nom, je suis sûr. Hussein, bon anniversaire. Coucou à toi. Et je vais répondre à la question de je ne sais plus qui m'a dit, les Iraniens ont un nouveau blindé, qu'est-ce que t'en penses? J'en pense pas grand-chose, Déjà, c'est un blindé léger, c'est juste pour faire des patrouilles, emmener des troupes dans des endroits chauds, comme ce que font les VAB, hein, c'est des véhicules blindés légers, faire de la reconnaissance, de la liaison et des petits trucs mineurs. C'est pas des véhicules que tu mets au front et qui vont engager un combat. Par rapport à leur blindage et à la gueule qu'ils ont, c'est des cercueils. En France, on a alors celui-là, ce véhicule s'appelle le Toufan, je crois. Marrant, le Toufan. En France, là, on a les Griffons qui arrivent. On sait peu de choses, ce Toufan. On ne sait en fait rien de l'essentiel. Qu'est-ce qu'on sait? Qu'il peut aller jusqu'à 100 à l'heure sur route, qu'il peut aller, je crois, à 50 ou 70 à l'heure sur piste, que c'est du 4x4, c'est ni de la chenille ni du 6.6 comme le Griffon. On ne sait rien sur le blindage. Les blindages, tu en as de différentes natures. On ne connaît ni l'épaisseur, ni la qualité. Tu sais, entre de l'acier de Rheinmetall et de l'acier de Lakshmi en Inde, il y a différents aciers. Il y a différents prix, il y a différentes choses. Là, on rentre dans la chimie. Un acier qui puisse absorber des explosions. Voilà. En matière de défense passive, on ne sait rien. En matière d'électronique, on ne sait rien. En matière de conduite, de motorisation, on ne sait rien. En matière d'armement, même si on sait qu'il y aura une doucette, on ne sait pas si c'est téléopérable ou pas. Lorsque je vois, et je parle pour le Griffon aussi bien pour le Griffon que le Toufan, lorsque je vois les formes derrière, je me dis qu'avec un fusil E4, je fais un malheur, parce que c'est tout plat. Alors devant, tu as le Griffon, tu as un peu des formes incurvées, qui me font penser à une pseudo-défense passive si une roquette est lancée. Hein. Défense passive, c'est les défenses... tu lances une roquette, elle fait péter la roquette peut-être des 10 cm avant l'impact, ou alors la forme. Tu vois, les blindés ont souvent des formes angulaires comme ça. Ça permet justement à l'impact d'être réduit. Tu sais, si tu envoies une roquette sur un truc plat comme ça, hein, le derrière du Toufan ou le derrière du Griffon, ça rentre facile. Si le truc il est comme ça, déjà, c'est comme si tu avais un blindage un petit peu plus supérieur. Va t'intéresser aux défenses passives et actives. Tout ça pour dire qu'on n'en sait rien. C'est juste une boîte à savon pour emmener des troupes, faire des patrouilles. C'est pas un blindé ni de combat, ni d'artillerie, ni un obusier, ni autre. Les Iraniens savent construire, voilà, mais savent construire des véhicules blindés avec des designs, voilà, ils ont tous les mêmes designs, oui. Voilà, c'est tout. Est-ce qu'il y aura une 12-7 téléopérable? Est-ce qu'il y aura... on ne sait rien. On ne sait rien du tout. On a une photo d'une boîte à savon, comme le Griffon l'est, et c'est pas... Je veux dire, c'est du matos, c'est comme un fusil. Je veux dire, tout le monde sait les faire, ces trucs-là. C'est pas véritablement un saut technologique. Le saut technologique, c'est ce qu'il y a dedans, mais on ne sait pas. C'est normal qu'on ne sache pas. Là. Bah, maintenant, l'Iran, en faisant des choses comme ça, des boîtes à savon comme ça, des VAB, enfin ce que j'appelle la catégorie de VAB, tout ça et tout. Ce qui est bien pour elle, c'est elle a une industrie militaire, ça crée de l'emploi, ça lui évite d'utiliser ses devises pour aller acheter ailleurs.
C'est ce que font les Turcs, c'est ce que font les Algériens. Les Algériens, avec les Allemands, ils font des partenariats pour des véhicules légers blindés, parce qu'en Algérie, ils en construisent aussi. Je veux dire, beaucoup de pays savent faire ça. Ils construisent sur place, ça te donne du boulot sur place. Tu as en général des petits transferts de technologie, mais légères, quoi, tu sais, technologie boîte à gants, quoi. Voilà. Mais tu apprends, tu formes des gens, tu crées ton industrie militaire sur la base de petits trucs comme ça, et petit à petit, jusqu'à que tu puisses commencer à avoir des licences, puis à construire toi-même ton propre blindé qui imitera le blindé que tu as sous licence, et ainsi de suite. C'est ce que font les Turcs avec leurs moteurs d'avion de 5e génération et leurs avions de 5e génération. Bien évidemment, ils vont copier. Dans ce livre que je suis en train de lire, je te montrerai comment la France a espionné de manière industrielle à partir des années 50 grâce à l'intelligence de gens qui avaient compris que l'espionnage industriel allait être l'espionnage le plus important, bien supérieur à l'espionnage militaire. Donc, et c'est grâce à ça que la France a été autonome et indépendante sur le plan du nucléaire. Les Anglais, on leur a donné une bombe. Ils n'ont même pas le contrôle total sur la bombe. Les Allemands, ils n'ont pas de bombes nucléaires. Ils ont des bombes à gravité B61, vieilles comme le monde, avec la double clé. La France, et on va comparer avec des pays d'importance équivalente, et la seule, elle l'a eu comment? Ben voilà, en faisant à la russe, à l'américaine, en espionnant. Donc tout le monde espionne celui qui est en avance. Et là, en l'occurrence, les gens en avance, c'était les Américains qui avaient sorti un concept que personne d'autre. Les Américains et les Allemands ont sorti un concept que personne d'autre n'avait sorti avant eux. Ils se sont appuyés sur plein de recherches, notamment les recherches Joliot-Curie, tout ça et tout, mais voilà. Et on se retrouve après-guerre, donc à tout reconstruire, donc il faut copier ce qui existe déjà. Tu vois, il y a ceux qui innovent, et il y a ceux qui... Et il n'y a pas de jugement de valeur, et il y a ceux qui arrivent, qui regardent comment tu fais, et boum. Qui font pareil, qui apprennent, et qui après, à un moment donné, innovent aussi. Parce que la France innovera par la suite. Si la France n'est pas en tête-tête des technologies présentées là, l'hypervélocité, la manœuvrabilité et la possibilité d'avoir une source de combustion ad vitam aeternam telle que le propose le nucléaire, mais il faut aussi réfléchir un petit peu. Il y a plein de gens qui travaillent sur des milliards de sujets en même temps. Et moi, je suis à niveau, je suis à une portée de fusil de toi, et je te laisse faire. Les premiers qui y vont, c'est les premiers qui vont défricher, ça coûte cher. Les Américains, allez-y, ouais, l'hypervélocité, ouais, va voir l'hypervélocité. Mais toi, tu le suis. Il ne faut pas être technologiquement trop loin, il faut suivre. Ce qui fait que là, par exemple, dans 2 ans, la France, elle a un missile hyper véloce. Hein. C'est peut-être bien mieux que celui des Russes. Ce qui bloquait, c'était l'argent. Ils voyaient les Russes en faire un, ils relancent les projets. Tiens, dans 3 ans, vous allez nous faire une étude sur les matériaux à utiliser, tout un tas de choses. Ça démarre comme ça, des études. Naval Group, l'ESA, un tel. Vous pouvez faire une étude, s'il vous plaît, sur les rentrées atmosphériques. Tiens, il y a des études là, ben, prenez-les, poursuivez-les. Tu peux me faire une étude sur les statoréacteurs, voilà. Tu peux me faire une étude. Dès que les études te montrent ce qu'il faut faire ensuite, décision ministérielle, argent. En 1 an, 2 ans, avec l'appareil de production français, tu as rattrapé les Russes. La France aussi, souvent, laisse faire les autres pour soit les espionner. Ah, mais c'est malin. Bah ouais, bah, il faut tout le monde fait pareil. Il faut le faire. Je veux dire, c'est la course. Hein. T'es en vélo, là. Soit pour voir si c'est possible. Parce que si tu te mets toi-même à faire des recherches, l'Angleterre des recherches, les Allemands des recherches, les Américains des recherches, les Russes des recherches, sur un même truc, et que tout le monde, au bout d'un moment, s'aperçoit que c'est un truc de merde, parce que pour l'instant, on ne peut pas aller plus loin parce qu'il y a des contraintes scientifiques ou technologiques, tu perds de l'argent. Hein. Laisse faire les autres. Laisse-les défricher la forêt et toi, tu auras la belle vue. Ça aussi, il faut le concevoir. Voilà, c'est tout. Oui, la France est légèrement en retard. Elle est dans le peloton des 5 de tête. Elle est légèrement en retard. Elle a un siècle de moteur. Elle a 50 ans de nucléaire. Et tu regardes, à chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie, ils sont là ou ils sont pas loin, ou ils sont 2 ans après. En aéronautique, en 1918, la France était numéro 1. Et elle a toujours eu des moteurs. Elle a toujours fabriqué des moteurs, elle a toujours fabriqué des avions, elle a toujours eu des pilotes. Voilà. Promis, je finis sur une anecdote. On parlait l'autre fois des pilotes, des avions et des pilotes occidentaux et des avions et des pilotes du bloc de l'Est. Je disais, puis personne n'a contesté plus ou moins, qu'on voit quand même une supériorité aérienne occidentale. Ça ne préjudicie
en rien la valeur des pilotes des gens des blocs de l'Est ou de pays arabes. On se pose la question. On s'est posé la question à savoir qui qui de l'avion ou du pilote faisait était la star, un peu comme en Formule 1. Eh bien, il faut savoir quand même que l'un des plus respectés pilotes dans le monde, c'est un Russe. Ils ont des pilotes de Barjot, comme tu as eu pendant la guerre des pilotes polonais de Barjot. Ce Russe s'appelle Viktor Poulgaïevski. C'est celui qui a créé en 89, qui a accompli pour la première fois avec un MiG-27 flanker, il me semble, un MiG-29, parce qu'il fallait un avion spécial pour faire ça. La figure du Cobra au Bourget. Ce type ne perd pas de combat aérien en dogfight. Et il y a 2-3 ans, donc, il a été accueilli parce que, bon, tu sais, tu as une amicale des pilotes, hein, ils se respectent tous dans le monde, sauf les cons, les autres se respectent tous. Hein, parce que, voilà, c'est un peu comme les piliers en rugby, tu sais, tu as une amicale des piliers, bon, il y a une sorte de respect. Regarde enfin, regarde les vieux, surtout les vieux matchs de rugby, tu verras que les piliers, ils s'affrontent jamais entre eux. Le 1, il ne se bat pas avec le 1, il se bat avec le 4, ou, tu verras. Ou ils se battent avec un arrière, mais ils se battent pas entre eux les piliers. Très souvent ils s'empoignent comme ça et c'est tout quoi. Bref, je m'éloigne. Mais pour finir, ce pilote-là n'a jamais perdu un dogfight. Il est arrivé en France, il a été accueilli, je crois, à Is, tout le monde est venu le voir, c'était la star, ouais, machin et tout. Ils lui ont donné un Mirage 2000 et un Rafale pour qu'il les conduise et pour faire, tu sais, allez, viens, on fait un combat et tout. Il a fait plein de combats, il les a tous mis à l'amende, les pilotes français. Je crois que c'était le Mirage 2000, il venait de le découvrir. Il s'est installé, il lui a fallu un quart d'heure, alors ça, les manettes et tout, il a fait un combat, il les a tous séchés. Donc la question est beaucoup plus compliquée que de se dire il y a un car meilleur que l'autre. Parce que ce n'est pas la valeur des pilotes. Moi, je pencherais plus pour les heures de vol, les simulateurs, les conditions en temps réel. Moi, je pense que c'est plus quelque chose de complet, qui fait qu'à la fin, les pilotes américains semblent meilleurs en général que les pilotes russes. Parce que peut-être qu'ils mangent mieux, peut-être qu'ils ont moins de problèmes administratifs, peut-être que quand tu regardes toute la chaîne qui fait qu'il y a un avion, une base, qui donne cette cohérence-là, peut-être que là, il y a moins d'imperfections que chez les Russes. Où là, tu vas trouver 3 glandeurs qui vont te saboter les travaux, alors que le pilote, il y est pour rien, que c'est le même niveau d'excellence. Les Américains ont un niveau d'excellence que tu peux retrouver partout. Les Russes, ils ont un niveau d'excellence tout en haut, mais entre, il y a des trous d'air. C'est ça qui fait. Tu vois, c'est pas une histoire de valeur intrinsèque entre deux pilotes. Ils arrivent à avoir une excellence. Les mecs, ils sont à 10 mètres, mais il n'y a plus d'échelle. Ou alors l'échelle, il y a des barreaux qui sont éclatés. Et de l'autre côté, tu as un mont de charge. Voilà, la comparaison, je la vois comme ça. Et ces choses-là suffisent à faire en sorte que... Donc à la limite, j'ai même envie de dire que c'est peut-être miraculeux que la Russie soit à ce niveau-là, d'excellence sur tout un tas de choses. Plutôt que pointer les défaillances, alors moi je les pointe, mais je rappelle toujours que c'est des défaillances de quelqu'un qui ne devrait même pas être à ce niveau, puisque tout ne suit pas dans sa société. On le voit. Non pas le test, hein, parce que des explosions comme ça, il peut y en avoir plein aux USA. Tiens, d'ailleurs, je crois qu'en France, on a Ariane là qui a pété, il y a quelque chose qui a pété, c'est normal ça, à ce niveau-là. Non, c'est pas ça comment dire, c'est que tu vois bien que derrière les usines, le personnel, le niveau d'éducation, le niveau de culture, l'argent, le financement, les endroits, tout ça, ça suit pas. Résultat, même si tu sortent un missile super prêt, super beau, classe aujourd'hui, tu sais très bien que les Américains ou les Français, ils vont mettre un coup de rein, surtout les Américains, et, tu sais, ils vont te mettre 30 millions de dollars, hein, ils te mettent un coup de rein, ils ont déjà les chaînes de production qui ont démarré la veille. Ça, il faut que tu en tiennes compte. La guerre, c'est le prolongement. En fait, la guerre et l'appareil militaire, c'est le prolongement de l'appareil économique aujourd'hui. C'est ça. Hein. C'est la pointe, c'est la Formule 1 qui représente toutes les voitures qui existent. Même ta 2 chevaux, même ta voiture d'artisan. Là, c'est pareil. Mais derrière, il faut quand même un gros outil, une capacité industrielle, une capacité économique. Et cette capacité économique, elle est induite aussi par tout un tas de choses qui fait que le pays, au final, on revient à cette base en bas. Des ressources, des matières premières et des gens cultivés. C'est ça qui fait la différence. Quand le Japon a été contraint de déclarer la guerre aux USA, Yamamoto savait qu'ils avaient 1 an pour gagner. Après, ils ne suivraient plus. Quand les Allemands se sont mis à attaquer toute l'Europe et les USA, ils étaient plus forts que tout le monde en 1 contre 1. Ils mettaient des branlées aux Russes en 1 contre 1. Ils mettaient des branlées aux Américains en 1 contre 1. Mais le problème des Allemands, c'est qu'ils n'avaient plus de fonds derrière. Ils n'avaient plus d'appareil de capacité industrielle.
Quand les Russes perdaient 20 chars, il en avait 20 qui arrivaient le lendemain. Eux, s'ils perdaient leurs chars, ils n'avaient plus rien. Donc, ils mettaient des branlées aux Russes, ils bloquaient les Américains, mais ils perdaient parce qu'ils n'avaient pas de matos. C'est ça aussi qu'il faut voir, c'est que la guerre, c'est juste l'étage, un étage de plus, à côté du politique, c'est le prolongement du politique. Guerre, politique, économie, industrie, tout ça, et en dessous, recherche, école, éducation, tout ça. Et tout se tient. Donc, quand tu as dans un pays des poivreaux ou des mecs, c'est des ex, c'est des poivreaux, ils sont là juste pour magouiller, l'autre il s'en fout de son usine, l'autre machin, et de l'autre côté, tu as, je sais pas, tu as un Allemand où le mec il est en train de tout briquer même le dimanche. J'exagère, c'est caricatural pour te montrer que d'un côté, il y a un perfectionnisme qui fait qu'en bout de chaîne, ça te donne quelque chose, et de l'autre côté, malheureusement, en bout de chaîne, tu as le miracle d'avoir des gens excellents à tous les niveaux, parce que des scientifiques russes, des pilotes russes, je veux dire, voilà, et qu'en dessous, il y a des trous d'air, c'est le bled en dessous. T'as l'impression que c'est le bled. C'est ça la Russie, t'as l'impression que tu regardes en haut, t'as l'impression de voir des Allemands, et à côté de toi, tu as l'impression d'avoir des blédards, des mecs du bled. Ah, t'es du bled, t'aimes pas ce que je dis. Non mais, tu comprends ce que je veux dire. Allez, je vais vous faire une vidéo sur les drones, hein, pour combler un petit peu, pour ceux qui aiment ça. Et je vais essayer de vous faire une vidéo actualité ce week-end. Pour l'affaire Epstein, les amis, moi j'ai tout dit, hein, donc au risque d'être redondant encore une fois, mais bon, c'est bien pour ceux qui arrivent. Je vous explique, moi le but c'est pas de faire des vidéos tous les jours ou de faire de l'actualité tous les jours. Il y a des gens qui en parlent, il y a des sites là, hein, j'ai vu, il y a des sites là, il y a, comment il s'appelle, je sais plus, il y a Radio Québec, il y a Serviteur de paix qui fait des lives. Voilà, donc pour ceux qui veulent leur dose d'information quotidienne, allez les voir. Moi, j'ai pas envie de faire des lives tous les jours sur Epstein parce que j'ai rien à dire. Je vous ai dit ce qu'il y avait à dire. J'ai fait des analyses. J'ai dit ce que j'avais à dire. Maintenant, j'attends de voir un petit peu. Voilà, donc c'est pour ceux qui me demandent, mais pourquoi tu fais pas ci? Non, mais j'ai pas envie de faire. Chacun fait à sa manière. Moi, je veux faire des vidéos un petit peu entre le commentaire et l'analyse profonde. Comme celle-ci. Et puis pour suivre un peu ces stories, la story militaire, la story espionnage, donc je pense à vous, là je suis en train de travailler sur voilà ce livre, SDES, Service 7. Regardez les amis, c'est un livre de 1980. On te parle de Gladio, on te parle de tout ce qui est sorti ces dernières années comme si c'était un complot. C'est un livre, hein, 80. En 80 tu l'as acheté, tu avais déjà tout, Gladio, Rose des Vents, tout ça. Tu as tout ça. Comme quoi, hein, ce qu'on vous présente comme des complots, non, c'est en source blanche. C'est juste qu'il faut aller chercher l'information et savoir la travailler parmi le fatras d'informations. Donc ce livre de Philippe Bernard te parle de l'histoire de Leroy Finville, qui est un Breton, un Français issu de la Résistance, qui a été le premier à avoir créé, malgré le conservatisme des militaires, malgré les réticences qu'on a en France, tout un tas de sacrés cons aussi qui te bloquent bien. Il a réussi à créer un service de clandestins, d'illégaux, au sein même du pays, qui travaillent, on est dans les années 50, uniquement sur le renseignement industriel. Ces petits camarades du service 7 ont apporté jusqu'à 80% de l'info que fournissait le SDES au chef d'État, à l'industrie, etc. Ces gens-là, ces quelques joyeux de riz, ont... Ça, c'est mieux que James Bond, ce qu'ils faisaient. Mais c'est une réalité. Ces joyeux de riz ont réussi quand même à détourner un moteur Tupolev, salon du Bourget, toute une nuit, à le photographier, à l'analyser, avec plein d'industriels, avec plein de scientifiques du SDES qui étaient là, au nez à la barbe des Russes. Et je vous l'ai dit l'autre fois, je vous le redis encore. Ils ont réussi à faire tout un tas de coups. Voilà. Et ça fait très longtemps qu'on sait que ces illégaux, parce qu'ils travaillent sans couverture, du service, c'est pas le service action, c'est un service, John Le Carré les appellerait les lampistes. Ils font de la cambriole, ils font... c'est pas forcément le service action qui est lui le service gros bras. Mais on parlera de ça. La bise à tout le monde, allez, 43 minutes, 50, n'hésite pas à pousser, n'hésite pas à partager, n'hésite pas à me faire connaître, n'hésite pas à laisser un post, ça sera déjà pas mal. Si tu as envie de faire plus après, bah tu fais. La bise à toutes et à tous, ciao.